Aujourd'hui, notre feu sacré s'appelle Robin Cornelius. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sûrement les vêtements qu'il fabrique et la célèbre baleine jaune de Switcher. S'il multiplie les succès commerciaux, c'est en défendant des valeurs sociales et environnementales. Robin Cornelius est aujourd'hui le patron numéro 1 du textile en Suisse. Nous sommes au Mont-sur-Lausanne, siège social de sa marque Switcher. En 25 ans et avec ses t-shirts logotés de la désormais célèbre baleine, cet entrepreneur atypique, formé à Sciences Po et HEC, a bâti un véritable empire. 80 millions de francs suisses de chiffre d'affaires, 200 collaborateurs partout dans le monde et des clients dans 15 pays. La réussite de Robin Cornelius est sans équivoque. Les magasins, il y en a 450 en Suisse, donc il y a 450 points de vente, ce qui est énorme. Rien que pour le marché suisse qui compte 7 millions d'habitants, donc quand on vend 7 à 8 millions de pièces par année, on dit en général qu'on vend une pièce par habitant en Suisse. Les recettes du succès sont assez simples, des produits basiques, une collection sans cesse renouvelée et le meilleur rapport qualité-prix possible. Depuis plus d'une décennie, la croissance de Switcher est à 2 chiffres. Mais Robin Cornelius n'est pas simplement un entrepreneur qui réussit, c'est aussi un homme de conviction. Selon lui, impossible de faire tourner les affaires avec des salariés frustrés ou malheureux. La rémunération au sein de son entreprise est donc au-dessus de la moyenne. La semaine s'arrête le vendredi midi et les conditions de travail sont optimales. La réussite économique ne va pas sans la réussite sociale. Voici le code de conduite de Robin Cornelius. Robin Cornelius, élu entrepreneur de l'année 2005 par le cabinet Ernst & Young. Robin Cornelius, bonjour. Bonjour. Je voudrais entendre parler du petit garçon que vous avez été. Le petit garçon était libre. Il n'avait pas de cadre, pas de limite. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être. Mais dans un mauvais sens du terme, des fois, parce qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Mais pour ma part, non, bien entouré, beaucoup d'affection, mais pas de limite. Un petit garçon, il pousse. Il va à l'école. Il est bon à l'école? Il est très mauvais à l'école. Enfin, les écoles ne me gardent pas. Oui. J'ai fait, je crois, 7 ou 8 écoles. Joli petit parcours scolaire. Joli petit parcours, avec un petit internat en Allemagne, en Angleterre. Petit garçon, il devient ado, il grandit. Puis, à un moment donné, on se dit, mais attends, on voit les copains. Puis les copains sont de moins en moins copains, parce qu'ils sont de plus en plus adultes. Puis ils ont moins et moins de temps, puis chacun pense à sa vie, la vie professionnelle. Et du coup, je me prends des cours, à gauche, à droite, des profs indépendants. Et je passe pas par miracle, mais par nécessité existentielle, une maturité. J'ai rattrapé donc pas mal d'années de scolarité d'une manière un peu indépendante. C'était pas facile. Ce que tu ne fais pas au début, tu le paies un jour. Et je me retrouve à l'Uni. C'était mon rêve. J'aimais tellement l'Uni que je suis resté même un peu plus. Je faisais HEC. Donc un beau parcours universitaire finalement, après avoir été un cancre en quelque sorte. Ouais. Puis là, ça allait mieux. Ça allait mieux parce que là-bas, il n'y a pas de limites. Je trouve mon élément, on doit se gérer soi-même. Je crois que tu avais aussi le souci de ton existence et que tu étais obligé d'avoir quelques petits sous qui arrivaient par ailleurs et que tu as été taxi à un moment. Ah oui, taxi, chauffeur de taxi. C'était pas des énormes revenus. Et c'était un petit peu dur de passer longtemps. Ça me permettait de travailler mes bouquins dans le taxi, voir des gens. Puis quoi que tu fasses, même un chauffeur de taxi, s'il fait bien son boulot, je me souviens des petites dames que j'ai ramenées chez elles, je montais les courses au 3e étage. Je me souviens d'un monsieur que j'ai pris à la gare pour l'amener à Joutan. C'est un monsieur français qui a une belle propriété. Il avait son Figaro, je le cherche à la gare. Gare Joutan, il faut compter 12 minutes de taxi. J'arrive, je ouvre, je passe par derrière toujours pour ouvrir la porte, jamais par devant. Puis il me regarde et dit « Vous êtes un bon chauffeur, jeune homme. » Puis je paye la course, puis il me sort 20 centimes. Qui déjà à l'époque, c'était pas énorme, mais tout était là. Après, je crois que tu as vendu des t-shirts. Oui, j'ai fait des sweatshirts. Des sweatshirts. Pour le comité HEC. Mais là, j'ai quand même commencé à calculer. Je me dis, si je vendais une 50aine de sweatshirts, j'avais peut-être 5 ou 6 francs de marge par sweatshirt, ça me laissait 3 jours de taxi. Dans le calcul, je me dis, voilà, non, le taxi c'est bien, je peux commencer à faire un peu du négoce avec le sweatshirt. Puis ça me plaisait, et puis je dois aller au Portugal. Je suis parti au Portugal pour cela. Ça a commencé comment tout ça?
Ça a commencé par un sweatshirt et un pantalon de jogging du Portugal, quand j'étais étudiant. Et aller-retour, acheter un stock, visiter des boutiques, aller à Genève, aller à Zurich, aller à Bâle. Tu arrives le soir, quand tu dois dormir à l'hôtel, tu es à l'hôtel, tu repères les néons, tu espères que c'est une boutique et pas un coiffeur. Tu frappes à la porte et dis, écoutez, j'ai quelque chose de fantastique pour vous. Tu commences à y croire et tu veux convaincre l'autre. Et tu fais des allers et des retours, des allers et des retours. Puis après, tu inventes des tailles, tu inventes des couleurs, tu inventes des modèles. Puis petit à petit, 25 ans après, il y a ces mondes qui sont là maintenant où tu as différentes usines, différentes sources. Tu pars en Inde, tu pars en Chine. C'est 25 ans de construction. Mais à l'époque. Donc à l'époque, tu as pris ta petite valise et puis tu tapais aux portes. Et ce qui était extraordinaire, pendant pas mal de mois, j'avais qu'un modèle. J'avais qu'un sweatshirt, mais il a une particularité. Il existait en 20 coloris. Les gens disent, pourquoi 20 coloris? C'est fort, là, déjà. Ah bah oui, complet. Comme souvent avec un produit. Le haut et le bas, tu peux combiner. Puis après, tu avances, tu rajoutes une chemise, tu rajoutes un polo. Mais c'est la guérilla, c'est la lutte. La lutte, c'est vraiment le symbole, la porte s'entouvre. Tu me dis, attendez-moi juste 2 secondes, mais il faut que je vous dise, c'est trop, il faut que je vous montre. C'est comme ça. Et si tu n'as pas la niaque... La niaque. Ah ouais, non. La volonté, là. Ah non, tu oublies tout. C'est la chance de pouvoir essayer de placer 3 mots, éventuellement t'écoutes, et éventuellement tu convaincs, et tu pries que tout se passe bien. Et puis pour être sûr que tu livres, tu faisais toi-même tes cartons. Alors d'abord, tu n'as pas les moyens d'avoir quelqu'un. Alors tu allais à Genève, tu allais à Zurich, tu dis, il faut 3 jours de délai, tu revenais, tu faisais ton carton. Voilà, c'est comme tous les départs. Donc, il faut voyager un petit peu, il faut sortir de chez soi. Je suis parti au Portugal. Là, j'ai rencontré Joe, toujours notre même fournisseur pour les sweatshirts depuis 25 ans, en septembre. Un monsieur magnifique, de 10 ans mon aîné. Et je suis arrivé... Je crois qu'il t'a donné un bon conseil. J'étais un peu dépité, il m'a dit, Robin, il faut partir en Inde ou en Asie, trouver des t-shirts, c'est trop cher le Portugal. J'ai pas envie d'aller en Inde, je suis bien au Portugal. Alors je me suis fait un peu violent, je suis parti en Inde et de nouveau un peu le hasard, j'ai rencontré Dourey. Dourey, c'est un monsieur de 5 comme mon aîné, mon grand frère. Et là, on a commencé à faire des t-shirts ensemble. 5 000, 10 000, un container, 2 containers. Et ça dure aussi depuis à peu près 25 ans. Donc c'est une belle fidélité dans les partenariats. Et c'est en étant en Inde et en étant dans ta chambre tranquillement, en réfléchissant, que tout d'un coup tu as pensé que peut-être tu pouvais apporter autre chose que des relations commerciales. On parlait de tout et de rien, puis je dis voilà, il y a une école, il y a l'eau, on peut nettoyer là. Et on lance des sujets comme ça, et c'est là qu'on prend conscience que si on prend de l'Inde, il faut donner à l'Inde. Enfin, on remettre dans le même état que quand on arrive. Alors développe cette idée-là, parce qu'elle est très importante. On se rend compte que la Terre, plus on grandit, elle est de plus en plus petite, que les moyens de communication, elle est encore plus petite, avec nos degrés de consommation, elle est plus creuse, et que si on veut que cette petite boule nous protège ou qu'on nous fait vivre quelques générations, voire plus, eh ben, il faut pas manger plus de salade qu'on peut en planter, et il faut remettre l'eau dans l'état qu'on a pris. Donc, donne une définition du développement durable, parce que c'est une notion que les gens entendent comme un ronron, parce qu'on la répète beaucoup. Et je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce que ça recouvre. Je vais donner un exemple pour Switcher en Inde. Les gens ne savent peut-être pas, toi non plus certainement, on produit environ 4 à 5 millions de pièces. De pièces donc de t-shirts, du coton. Voilà, t-shirts en coton, du polo piqué, comme ça. On consomme pour cela par jour, 700 millilitres d'eau. 700 mètres cubes. 700 millilitres d'eau, ainsi que pour les dames qui ont déjà fait des teintures, il faut du sel. 4 tonnes de sel, jour, quotidien. Rien que nous. Qui, avec un système de recyclage de l'eau qui enlève les métaux lourds qu'il y a dans les colorants, l'eau sort transparente, c'est bien. Mais il y a encore le sel. Donc l'eau salée, tu ne peux rien en faire. Enfin, je peine pour les cultures. Et on a installé, il y a 2 ans, un système de osmose inversée, comme sur les bateaux, où on peut désaliniser l'eau dans les bateaux. C'est un énorme investissement, mais l'eau, depuis 2 ans et demi, avant elle sortait déjà
sans colorant. Maintenant, on peut la boire à l'arrivée, à 95%. Elle est potable. C'est que si, rien que nous, Switcher, avec nos 2-3 usines, il y en a des centaines d'usines, on consomme ce que je viens de dire, il faut faire le calcul partout. Et c'est là qu'on est complètement irresponsable, dans le sens que l'industrie textile, c'est une des plus polluantes, il faut le savoir. Sa matière première, c'est le coton. Afin de lutter contre la pollution industrielle, Robin Cornelius a misé très tôt sur le développement durable. Avec lui par exemple, pas question d'utiliser des teintures chimiques pour ses t-shirts. Robin Cornelius entend également garantir un prix minimum d'achat aux petits producteurs. C'est ce que l'on appelle le fair trade ou commerce équitable. Le coton vient du Mali, il est bio et en plus il est fair trade. Ensuite il arrive en Inde, dans la production, et puis après il est filé, le coton est filé. On fait un fil qui est bio fair trade et toute la chaîne en fait est bio fair trade certifiée. Et en plus, les conditions de travail sont auditées par des ONG externes. Les produits Switcher sont conçus principalement en Inde et en Chine. Ses employés sur place sont eux aussi assurés de salaires décents. Une règle d'or également, Robin Cornelius n'emploie jamais d'enfants dans ses usines. Autre engagement environnemental celui-là, retraiter les eaux usées et utiliser l'énergie solaire. Tout ceci part évidemment d'une bonne volonté, mais le calcul est aussi économique. On prend l'exemple du bateau, le bateau est moins cher que l'avion, voilà. Et en plus c'est plus écologique. On prend l'histoire de chauffer de l'eau en Inde, acheter du bois dans un pays où il est difficile d'avoir du bois, il est plus malin d'avoir du solaire, il est plus malin d'avoir de la biomasse et c'est aussi moins cher. Tout ça, ça se calcule ça s'amortit sur plusieurs années. De toutes ces démarches où s'imbriquent l'économique et l'écologique, Robin Cornelius, en partant du modèle de son entreprise, a élaboré une véritable théorie. On peut parler des 3 piliers du développement durable. J'ai toujours cet exemple, la fusée de Tintin, tout le monde connaît la fusée de Tintin. Là, si je rebondis quand on fait des affaires, entrepreneurs, quoi qu'on fasse, il y a 3 éléments. Il faut d'abord faire des résultats économiques, du cash flow. Sans argent, sans résultat, c'est un leurre. Rien. Voilà, il ne se passe rien. On ne crée pas d'emploi. Deuxième élément de la fusée, c'est toutes les conditions écologiques. Je disais, recycler l'eau, il faut donc l'écologie, les résultats financiers, l'écologie et le social. Social, c'est donner les conditions que nous, on estimerait normales à nos enfants. Un salaire permanent, un code de conduite, droit d'association, un code de conduite audité. Alors, le développement durable, il faut des 3 piliers. Et ce que je veux dire, c'est que si un des piliers est négligé, ça, on ne remarque pas tout de suite, mais la fusée part un peu de travers. Et le problème, c'est que ceux des gens assis dans la fusée, ils ne savent pas s'ils sont de travers, parce qu'ils regardent. Hein. Alors, il faut des garde-fous. Et les garde-fous, c'est des normes, des instances politiques qui contrôlent, il y a des règles éthiques, sociales et tout. Et il faut régulariser en laissant l'entrepreneur être indépendant, on est bien d'accord là. Mais il faut ce doux mélange entre une politique à long terme, des normes écologiques, des normes sociales, des conditions sociales, et l'entrepreneur qui crée. Je crois qu'aussi dans ton entreprise, à l'intérieur de ton entreprise, tu as vis-à-vis de tes collaborateurs une attitude considérablement orientée vers l'humain. Pour moi, le plus important, c'est les gens. Le plus grand souci, c'est les gens, le jugement de l'autre. Et le plus important, c'est aussi de convaincre. Et encore mieux, c'est de rapprocher. Et les collaborateurs, c'est vrai que je ne sais pas si c'est une gestion qui est très professionnelle, entre guillemets. Bon, j'ai un bureau, j'y suis à peu près jamais. Mais je vais d'un collaborateur à l'autre, toi tu devrais voir l'une. Hein. Je pense que c'est assembler les gens. Et les collaborateurs, s'ils sont bien avec moi, enfin je pense, hein, c'est qu'il n'y a pas de différence. Je veux dire, c'est pas passer avec le pouvoir, les hiérarchiques et tout, parce que seul, tu fais rien du tout. Absolument. Les collaborateurs, c'est la plus grande richesse. C'est la plus grande richesse. Tu es un vrai entrepreneur, tu es un vrai feu sacré, et je souhaite vraiment t'entendre là-dessus. C'est quelque chose de central. Il faut définir le manager. L'entrepreneur, c'est celui qui prend le risque économique, c'est vrai. Pour ma part, je ne veux pas prétendre définir un entrepreneur, mais si on me qualifie d'entrepreneur, effectivement. C'est que tu fais des choses pas par envie ou par formation professionnelle, mais par nécessité. C'est la seule chose que je sais faire.
Dis-moi, cette fondation Switcher que tu as créée et qui construit des écoles, qui fore des puits. Enfin... Non, fore des puits. Non, on a une fondation Switcher depuis 3 ans maintenant. Cette fondation, elle regroupe des projets, elle lève des fonds. Elle a été très active pour le tsunami. On recueille des fonds, on reçoit de l'aide de différents gens qui disent on aime bien ce que vous faites. Et voilà, c'est pour rayonner un petit peu aussi d'où on est. Créée en 2004, la Fondation Switcher regroupe toutes les actions sociales menées par Robin Cornelius en Inde depuis plus de 20 ans. Première d'entre elles, la construction d'écoles. À Tirupur, où son usine est installée, la Fondation finance les 7 écoles de la ville. Accessible à tous, aujourd'hui, plus d'1 millier d'enfants profitent de ce programme d'éducation. La Fondation s'engage par ailleurs dans une action encore plus militante en offrant des cours du soir aux mineurs qui travaillent. On s'est dit, si l'enfant ne va pas à l'école, c'est l'école qui va aller aux enfants. Donc on a décidé qu'on achèterait un bus, donc ça c'est très spontané. On a vu un bus, on l'a acheté, on l'a transformé, et à l'intérieur du bus, vous avez une petite école. Les enfants suivent un cours, ils apprennent à chanter, à lire, écrire, calculer. Surtout calculer, c'est très important vu qu'ils travaillent. Le problème, on ne va pas pouvoir leur enlever la charge du travail, mais par contre, on va pouvoir les aider à leur faire comprendre que le travail, c'est pas normal, que normalement, ils devraient être à l'école. S'ils reçoivent un salaire, qu'ils puissent compter l'argent. Ça, c'est toujours un problème parce qu'on va leur donner de l'argent, mais on ne va pas leur dire combien ils reçoivent et puis eux, ils ne comprendront pas, ce genre de choses. Autre domaine d'action prioritaire, la santé. Par le passé, l'entreprise mettait à disposition des employés un dispensaire. Elle faisait également de la prévention sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, avec la Fondation, c'est toute la population de Tirupur qui peut bénéficier de ces services. On rend compte que de toute manière, dans nos usines, pour 200 employés, on doit avoir un médecin à plein temps. Ce médecin à plein temps n'est pas employé à 100% parce qu'il n'y a pas, sur 1000 employés, il n'y a pas tous les jours des ouvriers qui vont. Donc, on a ouvert ces dispensaires à la population. Distribution d'eau potable au niveau régional, programme de formation et d'apprentissage de l'informatique, accès au sport et à la culture. La Fondation se substitue parfois complètement au gouvernement indien, trop pauvre pour réaliser ce type d'action. En dépensant pas moins d'1 demi-million de francs à l'année, la Fondation Switcher apparaît aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du développement de la région de Tirupur. L'Inde, c'est très important pour toi, c'est comme ton deuxième pays en quelque sorte? L'Inde, oui, c'est important. Là-bas, il y a une chose qui est extraordinaire. Il n'y a pas le jugement de valeur des autres. On ne va jamais te juger. Il y aura pas... Tu dis quelque chose, tu es un petit peu, pas arrogant, mais tu veux t'imposer. Yes. Il n'y a pas de non. Tu dois toi-même te dire jusqu'où je peux aller. Et on ne te juge pas. Tu es libre. Ils sont souriants. Moins il y a d'argent, plus on sourit. Peut-être que c'est sourire gratuit. Ils ne sont pas agressifs, pas arrogants. C'est un pays magnifique. Et oui, l'Inde, c'est une démocratie. Faisons un peu de politique tout de même. La Suisse est une démocratie. On est 6 millions. Ils sont 1,50 milliard. C'est la plus grande démocratie du monde. On peut tout faire. Et il faut faire attention qu'on ne fasse pas des bêtises parce qu'il y a une telle possibilité. Oui, l'Inde, c'est... j'ai besoin de l'Inde. Je vois ça, tu as Gandhi dans ton jardin. Tu as une statue grandeur nature de Gandhi. Ouais. J'aime bien Gandhi parce que c'était un bonhomme qui était très... c'était un peu un grand enfant. Enfin, je ne veux pas me faire... il était très, très naturel, puis il était un malin. Il avait un côté opportuniste pour faire que les choses se fassent. C'était pas un grand intellectuel, il avait de l'énergie, puis il était très rapide, puis il rebondissait dans les situations. C'est un peu mon mentor, j'aime bien comme il est. Il aurait pu être entrepreneur. Ah, complètement, alors. Il a été entrepreneur, d'ailleurs. Pourquoi tu n'es pas rentré en politique, Robin? Parce que tu adores la politique. Quelque part, de la façon dont tu en parles, il y a une façon politique de t'exprimer. Alors, la politique, j'adore la politique. Non, je n'adore pas la politique pour la politique. Je respecte la politique depuis que j'ai réalisé que tu ne peux pas faire de l'économie sans politique. Je suis même convaincu que quand tu fais quelque chose sur le long terme, c'est de la politique. Petite entreprise, petit investissement, ta responsabilité sociale, c'est un acte politique. Plus j'avance dans l'âge et plus je prends conscience, ça ne veut pas dire que je vais en faire, du rôle politique.
Et toutes les grandes décisions, tous les grands changements de société sont souvent faits par la politique. Mais évidemment, il faut les entrepreneurs. On doit quand même vendre un peu nos entrepreneurs. Avec tout ce que tu as fait, et particulièrement dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, les voyages, comment est-ce que tu as trouvé le temps de rencontrer une femme, de la courtiser, de l'épouser, de faire des enfants? Raconte-moi tout ça. Ouf, d'abord, François, je l'ai connu déjà avant que je travaillais. Il y a de cela 25 ans, quoi. Tout début. Tu as 3 enfants. 3 enfants. C'est pour eux aussi que tu fais tout ça? C'est même plus qu'évident. C'est ma seule vraie responsabilité privée, je veux dire, avec Françoise que nous avons. Et quand tu fais des enfants, enfin, tu as des enfants, la chance d'avoir des enfants, tu te dis, il y a une chose qui change, tu peux plus faire comme tu veux. Ça change quand même ta vie. Tu fais comme tu le conçois, c'est-à-dire tu essaies de faire bien là comme ailleurs, j'imagine. Ce que je voudrais te demander, tu penses leur transmettre un jour l'entreprise? Tu les élèves dans l'idée de reprendre un jour, ou est-ce que tu penses qu'ils iront leur chemin C'est égal, c'est eux qui choisissent leur vie. Voilà. Je suis honnête, bien sûr que je serais content d'abord, je serais content que ça continue, parce qu'on a une belle idée, une belle aventure. Et si les enfants seraient intéressés, Brian aime beaucoup la nature, Tess, elle est plutôt lecture, elle s'intéresse à l'histoire. Si ils peuvent trouver un rôle dans cette activité, d'être entrepreneurs à leur manière dans ce jardin, et être jardinier dans ce jardin comme moi, mais pas à faire le MC4 que Robin, oui, bien sûr, ce serait sympa. Et les amis? C'est Oui. important, les amis, autant que la famille dans ta vie. Oui, et d'ailleurs, les amis, encore récemment, moi je dis toujours la vérité, je me suis fait un petit peu appeler Arthur, parce que je ne suis pas disponible, je ne sors pas le soir. Mais ils t'aiment. Si ce sont tes amis, ils Ouais, t'aiment, alors mais- ils te prennent ouais. comme tu es. Oui, puis ça, hyper actif, il est comme il est, de toute façon. Mais Et dis-moi, là, est-ce que de temps en temps, c'est quand un même grand travail que je veux faire, honnêtement. Entrepreneur, c'est le temps pour soi, pour la famille, des amis. Je trouve que là, je ne suis pas brillant. Lutry, à quelques kilomètres de Lausanne. C'est ici, sur les bords du lac Léman, que Robin et son ami d'enfance Bertrand Cardis se retrouvent très régulièrement. Cela fait plus de 40 ans que les deux hommes se connaissent. C'était là où avec Robin, on avait joué à Mary Poppins en sautant depuis le rebord de la fenêtre, là, sur le bas, avec Robin et un autre ami qui s'appelle Nicolas Dermule. Et puis on a sauté les trois avec des parapluies pour s'être trouver les trois avec des commotions à l'hôpital. À une certaine époque, il faisait le désespoir de ses parents. Il se disait qu'est-ce qu'on va faire avec ce garçon qui avait une peine folle à se concentrer, à suivre une idée jusqu'au bout, à avoir une idée claire de ce qu'il voulait faire. Robin, au niveau scolaire, il a un peu essayé toutes les écoles qu'il y avait à la région de Lausanne pour avoir son bac. C'est un type qui a quand même une créativité, une imagination hors norme. Et puis je pense que ça a toujours été le cas. Je trouve qu'il a réussi à construire une entreprise qui est super solide et puis qui a une très très bonne image. Et puis surtout, je crois qu'il l'a fait en accord avec sa personne, sans se trouver coincé dans un système. Il a monté l'environnement et l'espace qu'il a envie de faire. Et puis, je trouve que c'est magnifique, quoi. Alors, Robin, qu'est-ce que tu portes comme regard sur ton parcours familial, professionnel, amical? Le parcours, il est de plus en plus serein et il est de plus en plus réfléchi. Tu te dis, ce que tu sais très bien faire, il ne faudrait plus le faire. Et ce que tu ne sais pas faire, ton complément, il faudrait apprendre à le faire. Et puis, à accepter de vivre sans ce prochain quart d'heure est toujours trop. Et puis vivre dans l'indépendance du regard de l'autre. Tu es devenu un sage? Un sage pas encore accompli. Oui, le jour où j'aurai appris à m'ennuyer comme les autres. Alors, allons nous ennuyer? Ça, c'est notre histoire. Non, avant de s'ennuyer, on va les manger. D'accord, avec plaisir.